Bonjour, dans cette vidéo, je vais expliquer l'intégrale triple l'intégrale curviligne d'un champ de vecteurs le long d'une courbe, ce qu'on appelle intégrale curviligne de deuxième espèce. Donc, on appelle courbe orientée sur laquelle on a choisi l'une des orientations possibles. En général, l'orientation positive, donc vous avez une courbe AT, j'associe gamma de t, je prends le sens positif de gamma, sens positif de gamma, le sens de la croissance de t. Hein. Imaginez par exemple, vous avez AT, j'associe x égale t, y égale t2, t disons varie de 0 jusqu'à 1. Hein. Donc je suis dans l'intervalle 0,1. Donc là, ma courbe, c'est quoi? C'est une parabole. C'est y égale x2. Le sens positif, c'est à partir de t égale à 0 jusqu'à t égale à 1. C'est ça le sens positif. Dans le cas où j'ai une courbe fermée, c'est-à-dire lorsque t de A, lorsque gamma de A, B a valeur dans R2 hein, ou R3 dans l'espace, bah, courbe fermée lorsque gamma de A égale gamma de B, c'est-à-dire la courbe fait un tour comme ça, hein, comme un cercle ou pas nécessairement un cercle, hein, une courbe comme ça qui ferme. Et dans ce cas-là, dans le cas d'une courbe fermée comme ça, le sens trigonométrique est le sens positif. Donc, je prends ça comme sens positif. On se donne un champ de vecteurs. C'est quoi un champ de vecteurs? Un champ de vecteurs U de x, y, z. Donc, je, je vais parler d'un champ U qui est dd inclus R3 à valeur dans R3. Donc, j'ai un domaine D dans R3. Hein, donc, qui à chaque point x, y, z, j'associe un vecteur. Hein. Je prends un point, j'associe un vecteur. Et ça, on peut le comprendre en physique en disant, par exemple, je sais pas, vous avez un mobile en mouvement et à chaque point qui représente la position de ce mobile, j'associe la somme de forces, hein, la somme de forces qui agissent sur le mobile. Parce que la somme de forces, c'est un vecteur. Donc, à chaque point qui est la position, j'associe un vecteur. Ça, c'est un champ de vecteurs. Donc U de X, Y, Z, l'écriture comme ça veut dire c'est un P selon I, plus Q selon J, plus R selon K. Vous fixez X, Y, Z, alors P, Q, R sont constantes, donc vous avez un vecteur. Vous changez X, Y, Z, donc vous êtes dans un autre point, donc vous avez d'autres valeurs de P, Q, R, vous avez un autre vecteur, ainsi de suite. Donc c'est ça un champ de vecteurs. Donc U, c'est un champ de vecteurs qui agit sur un domaine D qui contient une courbe régulière L. Et là, je voudrais définir l'intégrale, ce qu'on appelle en fait l'intégrale, on écrit comme ça U dl. Ou bien il y en a ceux qui écrivent l'intégrale U dm. Dm c'est quoi ou bien dl c'est quoi? C'est le vecteur déplacement, c'est le vecteur dx selon i, plus dy selon j, plus dz selon k. Lorsque vous faites le produit scalaire u scalaire dm ou u scalaire dl, donc première composante multipliée par première composante, donc p de x, plus deuxième composante de u qui est q multipliée par deuxième composante de dl qui est dy, plus troisième composante de q multipliée par troisième composante de dl qui est dz. Donc, c'est l'intégrale de u dm ou u dl. On appelle l'intégrale voilà, de u sur la courbe L. Et là, c'est pas compliqué. Si vous avez L est donné par x de t, y de t, z de t, vous n'avez qu'à remplacer x, y, z par leur valeur. Et vous savez que dx n'est autre que phi prime t dt, dy n'est autre que psi prime t dt, et dz n'est autre que q prime fois dt.
Et on a, selon la courbe t varie entre alpha et bêta, et l'intégrale curviligne se transforme en une intégrale définie. Hein? C'est une intégrale définie entre alpha et bêta. Je remplaçais x, y, z par leur valeur et finalement c'est dt. Donc c'est l'intégrale simple. Si vous changez l'orientation, si vous faites l'intégrale dans cette direction, alors à ce moment-là, si vous renversez, donc si vous allez de A jusqu'à B, ça devient moins l'intégrale de B jusqu'à A. Donc l'intégrale de A à B, c'est moins l'intégrale de B jusqu'à A. C'est pas comme l'intégrale d'un champ scalaire. Est-ce que j'ai un exemple? Donc, si elle est traitée comme la trajectoire d'un point matériel, et le vecteur U, ça c'est l'interprétation physique, bah, force fois déplacement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le travail de la force. Donc, si U représente la force et L représente la trajectoire d'un mobile, U c'est la somme de forces qui agissent sur ce mobile, alors l'intégrale U de L le long de la courbe représente le travail de la force le long de la courbe. Si le travail de la force est positif, alors la force est dite motrice. Si le travail est négatif, la force est dite résistante. Avant de donner cette définition, j'aimerais faire un exemple pour que vous puissiez comprendre. Exemple, je vais donner H. Je vais être dans le plan, par exemple, égal x, y selon i, plus x2 selon j. Et je vais prendre la courbe qui va de haut jusqu'à A à 1 selon la courbe y égale x2. Et j'ai dit calculer l'intégrale sur cette courbe que je vais appeler gamma, c'est ce morceau de parabole, de h dm. Ceci, c'est l'intégrale sur gamma de x, y dx plus x2 dy. Et ceci se transforme en une intégrale simple parce que je vais sur cette courbe, alors y égale x2. Y égale x2. Et lorsque je vais de haut jusqu'à A, x se déplace de 0 jusqu'à 1. Donc ça devient intégrale de 0 jusqu'à 1. X, le y, c'est un x2 dx, plus x2. Et le dy, c'est quoi dy? C'est la dérivée de x dx. Et ça se transforme en une intégrale simple. Donc ceci égale intégrale de x3 plus x3, donc c'est l'intégrale de 3x3 de 0 à 1 dx, donc c'est une intégrale, comme vous voyez, une intégrale simple, et ça fait 3x4 sur 4 entre 0 et 1 égale 3 quarts. Donc ça, c'est un exemple. Donc le calcul de l'intégrale curviligne d'un champ de vecteurs est vraiment simple, ça se transforme facilement en une intégrale définie. Donc là, on passe à autre chose. On dit qu'un champ est un champ potentiel. Hein. Si U, donc j'ai dit que U est un champ potentiel ou j'ai dit que U est un champ conservatif, s'il existe une fonction dérivable f de x, y, z si je suis dans l'espace, f, y si je suis dans le plan, tel que le vecteur U égale nabla f, c'est-à-dire le gradient de f. Le gradient de f, c'est le vecteur de composante, la dérivée de f par rapport à x, la dérivée de f par rapport à y, la dérivée de f par rapport à z, si je suis dans l'espace. Donc, je dis qu'il est conservatif si U s'écrit sous cette forme. Après, il y a un critère, il y a un critère pour les fonctions qui sont conservatives, pour les champs qui sont conservatifs. Donc, je dis que f est conservatif si la dérivée de fi par rapport à xj égale la dérivée de fj par rapport à xi. Par exemple, imaginez que vous avez u égale p selon i plus q. Je vais parler dans le plan d'abord. Imaginez que u de xy égale p de xy selon i plus q de xy selon j. Donc j'ai dit que u est conservatif ou un champ potentiel si la dérivée de la première composante
par rapport, la dérivée de la première composante du par rapport à la deuxième variable, égale la dérivée, vous renversez le rôle, la dérivée de la deuxième composante par rapport à la première variable. Si je suis dans l'espace, Ux, Y, Z égale P, X, Y, Z selon I, plus Q, X, Y, Z selon J, plus R, X, Y, Z selon K. Donc, U est conservatif. Si la dérivée de la première composante par rapport à la deuxième variable égale la dérivée de la deuxième composante, hein, donc ça c'est 1, ça c'est 2, la dérivée de la deuxième composante par rapport à la première variable. La dérivée de la première composante par rapport à la troisième égale la dérivée de la troisième par rapport à la première variable. La dérivée de la deuxième par rapport à la troisième, la dérivée de la deuxième par rapport à la troisième, égale la dérivée de la troisième composante par rapport à la deuxième variable. C'est ça, ce qu'on appelle rotationnel égal à zéro. Rotationnel de U égale à zéro. Donc c'est ça, dFi sur dxj égale dfj sur dxi. Donc rotationnel d'un, quand vous dites rotationnel de U, est calculé selon ce déterminant-là, IJK, donc c'est une façon symbolique de calculer la dérivée par rapport à X, la dérivée par rapport à Y, la dérivée par rapport à Z, et là vous mettez le composante de U, Q et UR, et vous faites le déterminant selon la première ligne. Selon la première ligne, vous enlevez première ligne, première colonne, vous aurez ça moins ça, donc c'est la dérivée de R par rapport à Y, moins la dérivée de Q par rapport à Z selon I, moins maintenant avec la deuxième colonne, moins, c'est plus, moins, plus, moins, je fais les déterminants ici, hein, ça, moins ça, donc c'est la dérivée de R par rapport à X, moins la dérivée de P par rapport à Z selon J, plus la dernière, c'est quoi la dernière? Lorsque je barre la troisième colonne et je dis ça moins ça. Donc, c'est la dérivée de Q par rapport à X moins la dérivée de P par rapport à Y selon K. Et je dis rotationnel égale à zéro. Ceci égale à zéro, ça veut dire ceci égale à zéro, ceci égale à zéro, ceci égale à zéro. Donc, dérivée de la troisième par rapport à la deuxième égale dérivée de la deuxième par rapport à la troisième variable. Dérivée de la troisième composante par rapport à la première variable égale dérivée de la première composante par rapport à la troisième variable. Et dérivée de la deuxième composante par rapport à la première variable égale dérivée de la première composante par rapport à la deuxième variable. Soyez un champ de vecteurs potentiel, hein, ou conservatif, soit U son potentiel, grand U son potentiel, elle est une courbe régulière, reliant A à B, alors l'intégrale de U de L égale U de la fin U de B moins U de A. Donc, ce qu'il dit l'intégrale, ce qu'il dit le théorème, il dit si je vais de A jusqu'à B selon cette courbe, hein, donc je vais de A jusqu'à B, de l'intégrale U de L, puisque ceci est un champ de potentiel, alors je vais pouvoir l'écrire sous forme de grand U, d'une fonction, entre A et B. Et là, ça va être grand U de B moins grand U de A. Et là, l'intégrale ne dépend pas du chemin suivi entre A et B. Hein. Conservatif, c'est ça. C'est-à-dire, quel que soit le chemin, que ce soit long ou court, ce qui m'intéresse, c'est la valeur du potentiel en B et la valeur du potentiel en A. Donc, ça ne m'intéresse pas le chemin suivi. Je donne un exemple. Est-ce que lui, il donne un exemple? Il ne donne pas un exemple. Moi, je donne un exemple. Exemple. Hein. Je vais vous donner le champ U égale, par exemple, X, Y selon I, plus
x2 sur 2 selon j. Est-ce que c'est un champ potentiel? Ben, je regarde ça, je vais l'écrire sous forme pi plus qj. Et la dérivée de P par rapport à Y égale X, et la dérivée de Q par rapport à X égale 1 demi de X égale X, donc égale la dérivée de P par rapport à Y. Donc dérivée de la première par rapport à la deuxième variable égale dérivée de la deuxième composante par rapport à la première variable, donc c'est un champ conservatif. Donc U est conservatif. U est conservatif veut dire quoi? Veut dire qu'il existe une fonction de deux variables qui est dérivable telle que U égale nabla F. U égale nabla F. Nabla F, c'est quoi nabla F? C'est la dérivée de F par rapport à X selon I plus la dérivée de F par rapport à Y selon J. Et F, on l'appelle quoi? On l'appelle le potentiel de U. Et pour chercher ce potentiel, j'ai la dérivée de f par rapport à x par identification. La dérivée de f par rapport à x, qui est la composante selon i, égale p, la composante selon i, donc xy. Et la dérivée de f par rapport à y égale x2 sur 2. Donc ça, c'est une équation, ça, c'est une deuxième équation, et ça doit me permettre de trouver f. Et pour trouver f, par exemple, je choisis la première équation ou la deuxième équation. Et pour trouver f, si je choisis la première, donc il faut intégrer selon x. Si je choisis la deuxième, il faut intégrer selon y. L'intégrale de df par rapport à x, c'est f xy, j'intègre par rapport à x, égale l'intégrale xy de x. J'intègre par rapport à x, donc y est constante, donc y sort de l'intégrale. Il reste l'intégrale x dx. L'intégrale x dx, c'est x2 sur 2, plus une constante, mais c'est une constante selon x, parce que là, c'est une dérivée par rapport à x. Une constante selon x, c'est-à-dire lorsque je la dérive par rapport à x, elle donne 0. C'est ça la constante par rapport à x. Donc, c'est une fonction de y. Lorsque vous la dérivez par rapport à x, puisque c'est une fonction de y, ça va donner 0. C'est ça la forme d'une constante par rapport à x. Donc, il faut maintenant trouver alpha de y. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore utilisé quoi? La deuxième équation. Pour ce faire, je calcule, pour utiliser ça, je calcule la dérivée de f par rapport à y, et je l'identifie avec x2 sur 2. La dérivée de f par rapport à y, faites la dérivée par rapport à y, ben y, quand vous avez ay, la dérivée c'est a. Donc ici, vous avez a, y, parce que les x2 sur 2, c'est une constante, hein, vous dérivez par rapport à y. Donc c'est x2 sur 2 plus la dérivée de alpha par rapport à y égale 0. Et là, j'utilise l'équation 2. L'équation 2 me dit que ceci doit être x2 sur 2, ce qui va impliquer que alpha prime y égale 0, ce qui va impliquer que alpha de y n'est autre qu'une constante, ce qui fait que f de xy égale x2y sur 2 plus c. Lorsque je vais calculer l'intégrale, hein, les potentiels, il y a différents potentiels de U, mais qui diffèrent d'une constante. Donc, je peux prendre C égale à 0, j'utilise un potentiel particulier qui est C égale à 0. Donc, c'est x2 y sur 2. Donc, on a dit que U égale nabla F avec F égale x2 y sur 2. Si je vous dis calculez l'intégrale de A à B U de L, avec A c'est les 1, 2, B c'est les moins 1, 0, hein, je m'en fous de la courbe que joint A et B, c'est un champ potentiel, c'est un champ conservatif, il va égaler F de B moins F de A, c'est-à-dire F de 1, F de moins 1, 0, moins f de 1, 2. F de moins 1, 0, c'est 0. Moins f de 1, 2, ça fait 4 sur 2, ça fait moins 2. C'est comme ça que j'ai calculé l'intégrale d'un champ potentiel, hein. Donc, ça ne m'intéresse pas la courbe. Quelle que soit la courbe, vous allez trouver la même valeur.